Le prieuré de l'Oranger, de Samantha Shannon, chapitre 1, Est. L'inconnu sortit de l'eau tel un spectre aquatique, pieds nus et arborant les cicatrices de son périple. Il fendait tel un ivrogne la brume, qui s'accrochait par filaments à la Seiki. Les légendes d'antan affirmaient que les spectres aquatiques étaient condamnés à vivre dans le silence, que leur langue s'était flétrie en même temps que leur peau, et que leurs os n'étaient plus recouverts que d'algues, qu'ils se tapissaient dans les hauts fonds pour entraîner les imprudents au cœur de l'abysse. Tannen n'avait plus craint ces racontards depuis la petite enfance. Désormais, son poignard incurvé tel un sourire brandi devant elle, elle fixait du regard la silhouette avançant dans l'obscurité. Quand le spectre l'appela, elle tressaillit. Les nuages laissèrent alors filtrer le clair de lune qui les avait retenus, juste assez pour lui permettre de voir avec qui elle avait affaire, et réciproquement. Il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais d'un étranger. Elle l'avait vu, et il était trop tard pour revenir en arrière. Sa peau était brûlée par le soleil, ses yeux étaient semblables à de la paille, et sa barbe dégoulinait d'eau. Les passeurs avaient dû l'abandonner au large, le laissant nager jusqu'à la rive. Il ne savait manifestement rien de sa langue, mais elle comprenait suffisamment la sienne pour deviner qu'il réclamait de l'aide, qu'il voulait voir le seigneur de guerre de Seiki. Elle avait le cœur comme une poignée de tonnerre. Elle n'osa parler, car lui montrer qu'elle connaissait sa langue aurait suffi à forger un lien entre eux et à se trahir. À trahir le fait que, si elle était présentement témoin de son crime, il l'était également du sien. Elle avait dû vivre en recluse, bien à l'abri derrière les murailles de la maison sud, prête à s'élever, purifiée, pour le jour le plus important de son existence. À présent, elle était salie, souillée par de la toute rédemption. Tout cela parce qu'elle avait voulu s'immerger une fois encore dans la mer avant le jour de la sélection. D'après certaines rumeurs, le grand Quiriki avait un penchant pour celles qui avaient le cran de s'éclipser pour chercher les vagues durant leur réclusion. Au lieu de quoi, il lui avait envoyé ce cauchemar. Elle avait été trop chanceuse toute sa vie. C'était son châtiment. Elle tint l'étranger à distance à l'aide de son poignard. Confronté à la mort, il se mit à trembler. Elle envisagea alors une multitude de possibilités, chacune plus terrible que la précédente. Si elle livrait l'inconnu aux autorités, elle révélerait qu'elle avait contrevenu à la réclusion. Le jour de la sélection n'aurait peut-être pas lieu. L'honoré gouverneur du Capissan, cette province de Seiki, ne laisserait jamais les dieux entrer dans un lieu potentiellement vicié par le mal rouge. Il faudrait des semaines avant que la ville soit à nouveau déclarée sûre, et l'on décréterait sans doute que l'étranger était un signe de mauvais augure et qu'il faudrait attendre la prochaine génération d'apprentis, pas la sienne, pour désigner les nouveaux dragonniers. Ça lui coûterait tout. Elle ne pouvait pas le dénoncer, pas non plus l'abandonner. Il était effectivement affecté du mal rouge. Le laisser divaguer sans surveillance mettrait en péril l'île tout entière. Il n'y avait qu'une solution. Elle lui noua un morceau de tissu autour du visage pour lui éviter de transmettre ses miasmes. Ses mains tremblaient. Quand elle eut terminé, elle l'accompagna depuis la plage de sable noir jusqu'à la ville, restant aussi près de lui qu'elle l'osait, la lame appuyée contre son dos. Le Capissan ne dormait jamais. Elle fit traverser à l'étranger ses marchés de nuit, longeant les hôtels sculptés dans du bois flotté, passant sous des guirlandes de lanternes bleues et blanches suspendues en prévision du jour de la sélection. Son prisonnier observait tout cela en silence. L'obscurité assombrissait ses traits, mais elle lui tapota la tête du plat de la lame pour le contraindre à baisser le front. Cependant, elle s'efforçait de le tenir à l'écart du reste de la population. Elle pensait savoir comment l'isoler pour de bon. Une île artificielle était accrochée au cap, Orizima. Elle faisait figure de curiosité pour les gens du coin. Ce comptoir commercial avait été bâti pour accueillir une poignée de marchands et de savants venus de l'état libre de Mentandon. Mis à part les lacustrins, qui vivaient de l'autre côté du cap, seuls les Mentantoniens avaient obtenu l'autorisation de continuer à faire des affaires en Seiki après que l'île ait été fermée au reste du monde. Orizima. Voilà où elle allait emmener l'étranger. Des sentinelles armées gardaient le pont illuminé de flambeaux qui menait au comptoir. De rares Seikinois avaient le droit d'y franchir la clôture. De rares Seikinois avaient le droit d'y pénétrer, et elle n'en faisait pas partie. Le seul moyen de franchir la clôture était le portail du débarcadère, qui n'était ouvert qu'une fois l'an pour décharger les marchandises mentantodiennes.
Tané fit longer le canal à l'étranger. Elle ne pouvait pas se faufiler elle-même sur Orizima, mais elle connaissait une femme qui en était capable, et elle savait exactement où le cacher au sein du comptoir commercial. Il y avait fort longtemps que Nikleros n'avait plus reçu de visiteurs. Il se servait un peu de vin, une goutte de sa misérable pension, quand on frappa à sa porte. Le vin était l'un de ses ultimes plaisirs en ce monde, et il avait pris l'habitude d'en humer les arômes et de savourer l'instant délicieux précédant la première gorgée. Et voilà qu'on l'interrompait. Naturellement. Il se déracina avec un soupir, grogna, en éprouvant un élancement dans la cheville. La goutte était revenue le contrarier. Nouveau coup sur la porte. Oh, la ferme maugréa-t-il. La pluie tambourina contre le toit, tandis qu'il cherchait sa canne à tâtons. Une pluie de prunes, comme l'appelaient les Séikinois en cette période de l'année, où l'air était aussi dense et humide qu'un nuage, et où les fruits gorgés de sucre s'épanouissaient sur les arbres. Il clopina sur les nattes tout en jurant dans sa barbe pour aller entr'ouvrir la porte. Une femme se tenait dans la pénombre. Ses cheveux bruns lui tombaient jusqu'à la taille, et sa robe était constellée de fleurs de sel. La pluie ne suffisait pas à justifier qu'elle soit trempée à ce point. Bonsoir, Éminence, docteur Ross, dit-elle. Nicklay haussa les sourcils. Je déteste recevoir de la visite à cette heure, répliqua-t-il, ou à n'importe quelle heure. Il aurait dû la saluer, mais il n'avait aucune raison de vouloir impressionner l'inconnu. Comment connaissez-vous mon nom? On me l'a dit. Pas d'autre explication. L'un de vos concitoyens m'accompagne. Il va passer la nuit chez vous, et je viendrai le chercher demain au coucher du soleil. L'un de mes concitoyens? Répéta-t-il. La visiteuse tourna très légèrement la tête. Une silhouette s'écarta d'un arbre voisin. Des passeurs l'ont amené en Seiki, reprit la femme. Je le conduirai demain devant l'honoré gouverneur. Lorsque le nouveau venu s'avança dans un ray de lumière filtrant l'embrasure, Nicklay se glaça. Un homme aux cheveux dorés, aussi trempé que la femme, se trouvait sur le pas de la porte. Un homme qu'il n'avait jamais vu à Orizima. 20 personnes vivaient au comptoir. Il les connaissait toutes de visage et de nom. Et aucun vaisseau mentantodien ne devait amener d'arrivants si tôt dans la saison. D'une manière ou d'une autre, tous deux avaient réussi à débarquer sans se faire remarquer. Non. Nicklay la fixa du regard. Par le saint, femme, chercheriez-vous à m'impliquer dans une affaire de contrebande? Il tenta nerveusement de repousser le battant. Je ne peux pas abriter un inconnu. Si quelqu'un l'apprenait, une nuit, une année, on nous trancherait la tête, quoi qu'il en soit. Bonne soirée. Alors qu'il s'apprêtait à claquer la porte, la femme coinça son coude dans l'entrebâillement. Si vous acceptez, reprit-elle, désormais si proche de Nicklay qu'elle pouvait percevoir son haleine, vous serez récompensé en bon argent, plus que vous ne pourriez en transporter. Nicklay Ross hésita. C'était tentant. Il avait joué une partie de cartes enivrées de trop avec les sentinelles et leur devait plus qu'il ne pourrait jamais amasser. Jusqu'à présent, il avait réussi à gagner du temps en leur promettant des bijoux par le prochain arrivage mentantodien, mais il savait pertinemment qu'il n'en trouverait pas un seul à bord, pas pour les gens comme lui. Son côté immature voulait accepter la proposition, ne serait-ce que pour l'adrénaline. Et avant que son côté plus mûr et plus sage ne puisse intervenir, la femme s'écarta. « Je reviendrai demain soir, déclara-t-elle. Ne le laissez pas se montrer. »« Attendez, la rappela-t-il furieux. Qui êtes-vous? Elle était déjà partie. Après un coup d'œil dans la rue et un grommelement agacé, Nicklay attira l'homme apeuré à l'intérieur. C'était de la folie. Si ses voisins se rendaient compte qu'il accueillait un clandestin, on le traînerait devant le seigneur de guerre et il serait fort courroucé, et n'était pas réputé pour sa clémence. Pourtant, Nicklay en était là. Il verrouilla la porte, en dépit de la chaleur, le nouveau venu tremblait sur les nattes. Sa peau olivâtre était brûlée au niveau des joues, ses yeux bleus rougis par le sel. Au moins, dans le but de reprendre contenance, Nicklay alla chercher une couverture, rapportée de Mentendon, et la tendit à l'inconnu, qui s'en saisit sans un mot. Il avait de quoi être effrayé. « D'où arrivez-vous » lui demanda Nicklay sur un ton cassant. « Désolé, murmura son hôte, je ne comprends pas. Vous parlez séikinois ? De l'inis, une langue qu'il n'avait plus entendue depuis des années. Ce n'était pas du séikinois, le détrompera Nicklay en changeant de dialecte, mais du mententondien. Je pensais que vous veniez de là-bas. Non, monsieur,
Je viens d'Ascalon, fit-il d'une voix douce. Puis-je vous demander votre nom, puisque je dois vous remercier de m'abriter? Typique des Initiens, la courtoisie avant tout. Ross, cracha Niclet. Docteur Niclet Ross, maître chirurgien, dont vous mettez la vie en péril par votre simple présence. Le jeune homme le dévisagea. Docteur? Il déglutit. Docteur Niclet Ross? Félicitations, mon garçon. L'eau de mer n'a pas affecté votre ouïe. Son invité prit une inspiration tremblante. Docteur Ross, c'est l'œuvre de la divine providence? Le fait que le chevalier de la communion m'ait conduit à vous directement? À moi? Niclet fronça les sourcils. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Il fouilla dans ses souvenirs, de l'époque passée à Inis, mais il était certain de n'avoir jamais posé l'œil sur cette personne. À moins qu'il n'ait été ivre, naturellement, et il l'avait souvent été là-bas. Non, monsieur, mais une amie m'a dit votre nom. L'homme se tamponna le visage de sa manche. J'étais certain de périr en mer, mais vous voir m'a ranimé. Merci le saint. Votre saint n'a aucun pourvoir ici, marmonna Niclet. Bon, et comment vous appelez-vous? Sulliard. Maître Triam Sulliard, monsieur, à votre service. J'étais écuyer pour la maison de sa majesté Sabran Beretnet, reine d'Inis. Niclet grinça des dents. Ce nom alimentait une ire profonde cuisante dans ses entrailles. Un écuyer. Il s'assit. Sabran s'est-elle lassée de vous, ainsi qu'elle se lasse... Sabran s'est-elle lassée de vous, ainsi qu'elle se lasse de tous ses sujets? Sulliard se hérissa. Vous insultez ma reine. Je vais... Qu'allez-vous faire? Niclet le considéra, par-dessus la monture de ses lunettes. Peut-être devrais-je vous appeler Triam Nullard? Avez-vous la moindre idée du sort qu'il réserve aux étrangers par ici? Sabran vous a-t-elle envoyé subir une mort particulièrement lente? Sa Majesté ignore tout de ma présence ici. Intéressant. Niclet lui servit un verre de vin. Buvez, dit-il à contre-cœur, cul sec. Sulliard s'exécuta. À présent, maître Sulliard, écoutez-moi très attentivement. Combien de personnes vous ont-elles vu? Ils m'ont forcé à nager jusqu'à la rive. Je suis d'abord arrivé dans une anse. Le sable y était noir. Sulliard grelottait. Une femme m'a trouvé et m'a conduit en ville à la pointe du couteau. Elle m'a abandonné dans une étable. Puis une autre femme est arrivée et elle m'a ordonné de la suivre, et elle m'a ramené à la mer, et nous avons nagé jusqu'à une jetée. Il y avait un portail tout au bout. Était-il ouvert? Oui. La femme devait connaître l'une des sentinelles. Elle a dû lui demander de laisser libre l'accès au débarcadère. Sulliard se frotta les yeux. Le temps passé en mer l'avait tanné, mais Niclet voyait désormais à quel point il était jeune, peut-être une vingtaine d'années. Docteur Ross, reprit l'étranger, je suis chargé d'une mission de la plus haute importance. Je dois vous interrompre ici, maître Sulliard. Les raisons de votre présence ne m'intéressent en rien. Mais, quelles que soient vos motivations, vous êtes venu ici sans autorisation quelconque, ce qui est pure folie. Si le capitaine vous découvre ici et vous emmène pour vous interroger, j'aimerais pouvoir lui dire en toute honnêteté que je n'ai pas la moindre idée de la raison de votre apparition sur le pas de ma porte, au milieu de la nuit, ni de ce qui a pu vous faire croire que vous seriez le bienvenu en Seiki. Sulliard sia. Le capitaine? L'officier séiquois responsable de cette décharge flottante, même s'il semble se prendre pour un dieu mineur. Savez-vous au moins où nous sommes? À Orishima, le dernier comptoir commercial occidental de l'Est. C'est son existence même qui m'a fait espérer que le seigneur de guerre accepterait de me recevoir. Je vous assure que Pitozu Nadama n'accueillera jamais un intrus à sa cour, quelles que soient les circonstances. Ce qu'il fera en revanche, s'il avance votre présence ici, c'est de vous exécuter. Sulliard ne répondit rien. Niclet envisagea brièvement d'expliquer à son hôte que sa sauveuse avait prévu de revenir le chercher, peut-être après avoir prévenu les autorités de son arrivée. Il s'en abstint finalement. Sulliard risquait de paniquer et de tenter de s'enfuir alors qu'il n'avait nulle part où aller. Demain il sera parti. Demain. Niclet entendit alors des voix à l'extérieur, des bottes foulaient avec fracas les marches de bois des habitations voisines. Il réprima un frisson. « Cachez-vous » ordonna-t-il en employant sa canne. Sulliard disparut derrière un paravent.
Niclay ouvrit sa porte, les mains tremblantes. Des siècles plus tôt, le premier seigneur de guerre de Seiki avait signé le grand édit interdisant à l'île à tous, sauf aux lacustrins et aux Mantantoliens, et ce dans l'espoir de protéger son peuple de la peste dragonique. Même après la fin de l'épidémie, la séparation était restée. Tout étranger arrivé sans permission devait être éliminé, ainsi que tous ses complices. Il n'y avait aucune sentinelle dans les rues, mais plusieurs de ses voisins étaient rassemblés. Niclay alla se joindre à eux. Au nom de Gallian, que se passe-t-il demanda-t-il au cuisinier qui observait un point au-dessus de leur tête, la bouche suffisamment béante pour gober des papillons. Je te conseille de ne plus jamais faire cette tête, Harold. On pourrait te prendre pour un demeuré. Regarde, Ross, souffla le cuisinier. Regarde. J'espère que c'est. Il s'interrompit en l'observant. Ah, en l'apercevant. Une tête énorme se dressait au-dessus de la clôture d'Orizima. Elle appartenait à une créature née d'un joyau de la mer. Des nuages s'élevaient de ses écailles, des écailles de pierre de lune, si lumineuses qu'elles paraissaient luire de l'intérieur. Une croûte de gouttelettes semblables à des germes scintillait sur chacune. Chaque œil était une étoile en fusion. Chaque corne du vif argenté éclairé par la lune blafarde. La créature volta au-dessus du pont avec la grâce d'un ruban et prit son essor vers le firmament, aussi légère et discrète qu'un cerf-volant. Un dragon. Et alors qu'il s'élevait au-dessus de Capissan, d'autres s'envolaient depuis l'eau, laissant derrière eux un sillage d'embrun. Niclay porta une main à son cœur qui battait à tout rompre. « Ça alors, murmura-t-il, que font-ils ici »